Assalamu alaikum. Alors, nous continuons les applications liées par rapport à la thermodynamique appliquée. Pour l'application numéro 2, il s'agit d'une turbine à vapeur dont le rendement interne est de 0,9. Fonctionne suivant le cycle de Rankine à surchauffe à 500 degrés Celsius. À une pression à l'entrée de la turbine qui vaut 80 bars. La température des vapeurs humides sortant de la turbine est estimée ici égale à 30 degrés Celsius. Alors, le travail demandé est de déterminer dans un premier temps le titre des vapeurs sortant de la turbine et le rendement thermique du cycle réversible, c'est-à-dire de manière théorique. La question numéro 2 nous demande de calculer le rendement thermique du cycle réversible, toujours, si le travail de la pompe est négligé. Troisième question, on demande de déterminer la puissance théorique due à la détente réversible de la turbine si le débit de vapeur est de 60 kg par seconde. La quatrième question vous demande de calculer la puissance effective réelle pour la détente irréversible, c'est-à-dire en tenant compte du rendement interne de la turbine. Voilà. Alors, avant de résoudre cette application, il faut tout d'abord modéliser le schéma d'installation répondant au cycle de Rankine à surchauffe. Alors, le modèle classique est le suivant. Nous avons ici toujours la compression de l'eau via la pompe principale. Ensuite, nous avons au point 2 vers le point 3, nous avons l'augmentation de la température et la vaporisation par rapport à la chaudière. Et maintenant, lorsque les vapeurs sortent au niveau de la chaudière, nous avons donc de la vapeur saturée. Cette vapeur saturée sera surchauffée via un surchauffeur et là, cette vapeur va sortir au point 4 ayant une température de 500 degrés Celsius avec une pression de 80 bars. Alors ensuite, cette vapeur va rentrer au niveau de la turbine. Là, nous aurons donc la détente qui sera dans un premier temps réversible en considérant que le rendement de la turbine est à 100%. Et puis, si on tient compte du rendement de la turbine, on aura donc ici une détente qui sera irréversible. Donc, on aura ici, là où nous avons sorti turbine, sera donc un point 5R. Alors, la vapeur quittant la turbine sera condensée via un échangeur de chaleur ici, appelé le condenseur. Et là, on récupère l'eau chaude et là, on aura encore un nouveau cycle. Et là, le système fonctionne de cette manière-là pour assurer la continuité de la production en courant électrique. Alors maintenant, une fois que nous aurons modélisé le schéma classique de l'installation répondant à un cycle de Rankine à surchauffe, on peut maintenant tracer le cycle. On aura ceci. Alors, dans un diagramme ST, c'est-à-dire nous avons ici au niveau de l'abscisse l'entropie, au niveau de l'axe des ordonnées la température. Alors, maintenant, on va regarder. Lorsqu'on quitte le point 1 vers le point 2, nous avons la compression. La compression, elle est réversible. Donc, si nous avons une compression réversible, ça veut dire que l'entropie du point 1 est égale à l'entropie au point 2. Alors, on a déjà dit que l'eau chaude, subit deux transformations à l'intérieur de la chaudière. Nous avons tout d'abord une augmentation de la température à l'intérieur de l'économiseur. Ensuite, une vaporisation de l'eau chaude, n'est-ce pas, à la température de saturation. Alors, maintenant, on sort, donc le point 3 représente le point de sortie de la chaudière, n'est-ce pas, pour ce qui est de la vapeur. Alors, cette vapeur-là, on surchauffe cette vapeur qui est à la pression de 80 bars jusqu'à une température de 500 degrés Celsius correspondant à toujours la pression de 80 bars. Donc, la pression au point P2 est égale à la pression au point P3 est égale à la pression au point P4 qui est égale à 80 bars. Alors, dans un premier temps, si on néglige le rendement interne de la turbine, nous aurons une détente qui est réversible. Pour une détente réversible, l'entropie à l'entrée de la turbine est égale à l'entropie à la sortie de la turbine. Donc, si on tient compte du rendement interne de la turbine, donc on aura que le point 5 qui est là sera écarté. Hein. Donc, le point à considérer sera 5 réel.
Donc la pente qui est ici, donc, n'est-ce pas, donc cette pente-là, elle est due par rapport au rendement interne de la turbine. Donc nous, ce qu'on nous demande, c'est de calculer le titre de vapeur sortant de la turbine et le rendement thermique du cycle réversible. Alors pour nous, le cycle réversible qu'on doit tenir compte, ça sera donc les points 1, 2, 3, 4, 5. On est d'accord? C'est ça la fermeture de notre cycle réversible. Pour un cycle irréversible, on va prendre le point 1, 2, 3, 4, 5R et puis 1. On y est. Donc, la quantité de chaleur fournie, donc ici, donc Q1 se calcule par la relation suivante. On aura Q1 sera égal à H4 moins H2. La quantité de chaleur cédée d'une manière réversible est égale à H1 moins H5. Le Q2 égale à H1 moins H5 de manière réversible. D'une manière irréversible, on aura donc H1 moins H5R. Voilà. Alors, quelle est la relation nous permettant de déterminer le titre de vapeur sortant? Donc, le titre de vapeur sortant donc, de la turbine, on parle ici de X5, parce que le point 5 qui est là, c'est un point qui se trouve donc, dans la partie mélange liquide-vapeur. On y est. Alors, pour déterminer le titre de vapeur correspondant au point X, au point 5, la relation est la suivante. Donc, X5 est égal à l'enthalpie de ce point, de l'enthalpie du point 5, dont nous aurons à l'évaluer, bien sûr, moins l'enthalpie du point 5, donc correspondant à la pression, correspondant à la température de 30 degrés Celsius, d'accord, partie liquide, sur l'enthalpie correspondant donc au point numéro 5, donc partie vapeur, moins l'enthalpie correspondant au point 5, partie liquide. Alors, ceci est égal à l'entropie du point 5 moins l'entropie du point 5 partie liquide sur l'entropie du point 5 partie vapeur moins l'entropie du point 5 partie liquide. Alors, si on considère une détente réversible, cela signifie que l'entropie du point 4 est égale à l'entropie du point 5. Raison pour laquelle j'ai écrit ici que S5 est égal à S4, n'est-ce pas? Et à partir de là, connaissant S4, on pourra donc directement calculer le titre de vapeur. Et maintenant, connaissant le titre de vapeur, on pourra aussi donc déterminer l'enthalpie du point 5. Alors, vous voyez très bien que vous ne pouvez pas accéder à l'enthalpie du point 5 sans avoir d'abord déterminé le titre de vapeur. Alors, pour déterminer ce titre de vapeur, profitons tout d'abord de relever les différentes enthalpies des différents points particuliers du cycle. On y est. Allons-y. Alors, pour notre premier point, le point 1 qui se trouve ici, ce point-là se trouve sur la partie liquide saturé. On y est, parce que cette partie-là, c'est la partie du liquide saturé. On y est. Donc là, le point 1 a une température T1 est égale à 30 degrés Celsius. Alors, on va récupérer les caractéristiques donc, de l'eau, partie vapeur saturée, pour les tableaux que nous avons, les tableaux donc des propriétés thermodynamiques en prenant comme référence la température, parce que c'est la température qui est donnée. On y est. La température T1 est égale à la température T5, la pression P1 est égale à la pression P5. Donc, voici un extrait correspondant donc, aux propriétés thermodynamiques des vapeurs saturées, liquides saturés, avec comme référence la température. Alors, pour nous, la température de service est 30 degrés. Je peux canaliser cette température. Alors, comme le point 1 représente l'entrée de la pompe, alors il faut relever 3 données, parce que nous avons la température. Si vous avez la température comme référence, il faut relever 3 données. Si vous avez la pression comme référence, il faut relever 2 données, à savoir le volume spécifique ainsi que l'enthalpie. Maintenant, si vous avez la température, il faut relever 3 données, à savoir le volume spécifique du point, l'enthalpie en fait du point, ainsi que la pression. On y est. Alors pour nous, nous avons la température, alors on doit relever 3 caractéristiques, à savoir la pression, le volume spécifique ainsi que l'enthalpie. On y est. Alors, à partir de là, pour une température de 30 degrés, on voit très bien que la pression correspondante, elle est de 0,04246 bar. L'enthalpie correspondant à la partie liquide saturée, nous avons une valeur de 125,79 kJ par kilogramme. Et maintenant, le volume spécifique correspondant est de
1,0043 fois 10 puissance moins 3. Parce que cette valeur qui est là est égale au volume spécifique fois 10 puissance 3. Alors, pour trouver le volume spécifique, on divise la valeur lui par 10 puissance 3. Raison pour laquelle on aura 1,0043 fois 10 puissance moins 3. Et de là, vous avez les résultats suivants. Alors, pour le point numéro 2, qu'est-ce que nous avons? Le point 2 se trouve sur la partie liquide. Et lorsqu'on regarde donc les propriétés thermodynamiques de l'eau, ce que nous avons ici, c'est de la vapeur et liquide saturé. Ce qui concerne la partie liquide, on n'a aucune donnée ici. Donc, raison pour laquelle, pour déterminer l'enthalpie au point 2, qui se trouve dans la partie liquide, on utilise le travail de la pompe. C'est-à-dire, le travail de la pompe est égal à H2 moins H1, ce qui est égal aussi au volume spécifique à l'entrée de la pompe, facteur de la pression P2 moins la pression P1. On y est. Donc, on applique cette relation. Alors, la relation qui est là a été démontrée dans l'application numéro 1. Vous pouvez peut-être visionner la vidéo numéro 1 concernant la thermodynamique appliquée. Et là, donc, on avait dit que dans cette expression, donc H2 est égal à H1 plus 100 multiplié par le volume spécifique à l'entrée de la pompe, facteur de la pression P2 moins la pression P1. Alors, P1 et P2 doivent être exprimés en barres pour que le résultat global soit en kilojoules par kilogramme. Et là, lorsque vous remplacez donc les données, vous trouverez une valeur de 133,82 kJ par kilogramme. Il nous reste maintenant à évaluer l'enthalpie au point H4. Alors, pour ce faire, le point 4 que nous avons, donc ce point-là se trouve sur la partie vapeur surchauffée. On y est. Donc, de la vapeur surchauffée à une température de 500 degrés Celsius à la pression de 80 bars. Alors, vous regardez dans la partie annexe document qu'on a fourni par rapport, n'est-ce pas, au support de cours, les caractéristiques thermodynamiques des vapeurs surchauffées. Alors, vous avez des différents tableaux qui correspondent à des pressions différentes. Une pression de 0,5 jusqu'à une pression de 100 bars. Alors, pour nous, la pression, donc, elle est de combien? Elle est de 80 bars. Alors, vous regardez dans les tableaux vapeur surchauffée avec compression 80 bars. J'ai récupéré donc un extrait de l'un des tableaux. Là où nous avons la pression de service est de 80 bars. Nous cherchons l'enthalpie correspondant à la température de 500 degrés Celsius. Alors, est-ce que nous avons cette température ici? Non. Donc, cette température-là est comprise entre 480 et 520 degrés Celsius. Alors, pour accéder à l'enthalpie correspondant à cette température, il faut faire une interpolation linéaire entre la température 480 et 520. Nous cadrons d'abord la zone d'étude, c'est-à-dire c'est pour une température de 480 avec une enthalpie correspondante et son entropie correspondante. Maintenant, pour déterminer l'enthalpie, on va interpoler entre 480 avec l'enthalpie 3348,4 et la température 520 avec une enthalpie de 3447,7. On y est. Alors, on peut écrire ceci en utilisant la formule de calcul d'une interpolation linéaire, en disant que l'enthalpie au point 4 que nous cherchons est égale à l'enthalpie de la borne inférieure plus la température, n'est-ce pas, donc, dont la température de service, pour nous c'est 500, température de service moins la température de la borne inférieure sur la température de la borne supérieure moins la température de la borne inférieure, facteur de l'enthalpie de la borne supérieure moins l'enthalpie de la borne inférieure. En remplaçant l'enthalpie de la borne inférieure qui correspond ici à 3348,4 que vous avez ici, et la borne supérieure pour nous c'est 3447,7 kJ par kilogramme. Là, vous avez le résultat. Donc, le rapport que nous avons ici, ce rapport-là nous donne 0,5. Alors là, donc, après calcul, on trouve une valeur de 3398,5 kJ par kilogramme. Alors, pour accéder à l'entropie, en fait, correspondant à la température de 500 degrés Celsius, on va procéder de la même manière. On va interpoler entre l'entropie correspondant à 480 degrés Celsius, qui est de 6,6586,
et l'entropie correspondant à la température des 520 degrés Celsius. Alors, la formule sera donc la même. On va dire que S4 est égal à S des 480 degrés Celsius plus, comme ce rapport-là nous donne 0,5, on aura donc S des 520 degrés Celsius moins S des 480 degrés Celsius. On y est. Donc, quelle est l'entropie correspondant à la borne inférieure? L'entropie correspondant à la température des 480 degrés Celsius, cette valeur-là, cette entropie, elle vaut 6,6586, ce que j'ai marqué ici. Ouais. Donc, ce rapport-là, pour nous, ce rapport-là vaut 0,5. Voici donc ce rapport. Maintenant, facteur de l'entropie de la borne supérieure. L'entropie correspondant à la borne supérieure, c'est S correspondant à la température de 520 degrés Celsius. Alors, quelle est son entropie? Là, l'entropie, donc, ici, vaut 6,7871, ce que j'ai marqué ici. On y est. Moins l'entropie correspondant à la température de 480 degrés Celsius, parce que c'est la borne inférieure. La borne inférieure, borne supérieure. Voilà. Après calcul, donc, on trouve une valeur de 6,7228 kJ par kilogramme Kelvin. Alors, passons maintenant à la détermination de l'enthalpie au point 5. Alors, il faudra bien savoir que, on a déjà énoncé dans l'introduction que on ne peut pas accéder à l'enthalpie du point 5 sans pourtant déterminer le titre de vapeur, X5. Donc, allons-y. Le point 5, normalement, a les caractéristiques suivantes. Alors, commençons tout d'abord par relever les données qui participent au calcul du titre de vapeur. Alors, on va tout d'abord canaliser la température. La température T5 est égale aussi à la température T1 qui est égale à 30 degrés Celsius. Alors, récupérons d'abord les données. Alors, on avait dit que pour ce qui est du point qui appartient dans la partie mélange liquide-vapeur, il faut déterminer 4 caractéristiques, à savoir l'entropie liquide saturée, l'entropie vapeur saturée, l'enthalpie liquide saturée et l'enthalpie vapeur saturée. D'accord? Alors, après avoir relevé ces 4 caractéristiques, on peut maintenant appliquer la formule qui est la suivante pour déterminer le titre de vapeur au point numéro 5. On avait dit que ce X qui est là, X5, est égal à l'entropie au point 4. D'accord? Cette entropie-là a été déjà déterminée dans la diapositive précédente. On peut écrire qu'elle a à S4 moins S5F. S5F, nous l'avons ici. C'est l'entropie partie liquide saturée, moins divisé par S5 vapeur, de S5 vapeur saturée, nous l'avons ici, moins S5 liquide saturé. On l'a encore ici. On y est. Donc, connaissant S4, S5F, S5 vapeur, on peut maintenant calculer le titre de vapeur. À partir de là, nous voyons très bien que le titre de vapeur est en relation avec l'enthalpie au point numéro 5. Donc, on peut dire que H5 égale à H5 liquide saturé plus X5 facteur de H5 vapeur saturée moins H5 liquide. On peut appliquer cette relation. On connaît H5 liquide, voilà donc sa valeur. On connaît H5 vapeur, voilà sa valeur. On connaît le titre de vapeur, nous l'avons ici. Et là donc on peut calculer l'enthalpie au point 5. On y est. Alors à présent, nous avons pu déterminer toutes les enthalpies des différents points particuliers du cycle, en tenant compte de la partie réversible, bien sûr, hein, parce que la partie réversible, c'est de 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Alors, maintenant, on peut répondre à cette question pour ce qui est du calcul du rendement thermique du cycle. On applique juste la formule. On sait que le rendement du cycle donc, est donné par cette relation, est égal à la valeur absolue du travail du cycle divisé par la quantité de chaleur Q1 fournie. Ceci égale aussi à 1 moins la valeur absolue de Q2 divisé par Q1. Donc, je vous montre vite fait comment calculer Q1 et Q2 et comment calculer le travail donc, du cycle. Alors, comment on calcule la quantité de chaleur Q1 fournie? Alors, Q1 fournie, c'est entre le point 4 et le point 2. On y est. Donc, c'est H4 moins H2.
C'est ce qu'on appelle la quantité de chaleur fournie. Alors, pour calculer la quantité de chaleur cédée de manière réversible, c'est H1 moins H5. En valeur absolue, on aura H5 moins H1. Donc, voilà donc la quantité de chaleur cédée. Alors, pour calculer le travail du cycle, il faut tout d'abord déterminer le travail de la pompe, ensuite le travail de la détente d'une manière réversible. Le travail de la pompe est égal à H2 moins H1 et le travail de la détente, qui est le travail de la turbine, est égal à H5 moins H4. On peut calculer encore cela. Le travail de la pompe, on avait H2 moins H1, vous avez donc sa valeur. Le travail de la turbine, qui est le travail de la détente, d'une manière réversible, ceci est égal à H5 moins H4. On y est. Nous avons ici la valeur suivante. Alors, connaissant le travail de la pompe et le travail donc de la turbine, il faudra savoir que le travail du cycle se déduit par la relation suivante. C'est la valeur absolue du travail de la détente moins la valeur absolue du travail de la pompe, qui est le travail de la compression. Alors pour moi, j'utilise la première relation qui est là. Je connais le travail du cycle. Je connais aussi la quantité de chaleur fournie. Alors si vous appliquez aussi la seconde relation, vous aurez la même réponse, bien sûr. Donc, en appliquant la première relation, donc je trouve à peu près, après calcul, un rendement qui est égal à 0,4162, qui correspond à 41,62%. Alors, autre question. On nous demande de déterminer le rendement thermique du cycle réversible théorique si le travail de la pompe est négligé. Alors, lorsqu'on retourne ici, si on néglige le travail de la pompe, cela signifie que le travail du cycle est égal au travail de la détente. On y est. Donc, on va écrire que le rendement thermique du cycle est égal au travail du cycle sur Q1. Mais si WP égale à 0, on aura donc est égal au travail de la détente divisé par Q1. C'est ce que nous aurons. Donc, on peut appliquer cette relation. Et le travail, donc le rendement thermique réversible, si on néglige le travail de la pompe, est égal au travail de la turbine, en valeur absolue, divisé par la quantité de chaleur fournie. Et après calcul, on trouve une valeur de 41,87%. Alors, on voit très bien qu'il n'y a pas assez de décalage, puisque, regardons, le travail de la pompe, nous avons 8,003 kJ par kilogramme, comparé par rapport au travail de la détente. Nous avons ici en valeur absolue 1366,74. Alors, raison pour laquelle, donc, si on est en fait, cette différence-là n'impacte pas trop, vous voyez, n'impacte pas trop donc, le travail du cycle. Hein. Donc, si on néglige, donc, vous avez un rendement de 41,62 lorsqu'on tient compte du travail de la pompe. Maintenant, si on néglige, on trouve un rendement égal à 41,87. Donc, il n'y a pas assez de différence entre les deux. Hein. Vous voyez, qu'on paye souvent, en fait, dans un cycle, donc, thermique à vapeur, on peut souvent, la plupart du temps, on peut négliger le travail de la pompe parce que ce travail-là est triplement, doublement inférieur par rapport au travail de la turbine. Donc, on peut souvent négliger ce travail. Alors, la question numéro 3. On demande de calculer la puissance théorique de la détente réversible produite par la turbine si le débit de vapeur est de 60 kg par seconde. Appliquons la formule. On sait que la puissance théorique de la turbine est égale au débit massique de vapeur multiplié par le travail de la turbine. Le travail de la turbine est de moins 1366,74 kJ par kilogramme. En multipliant par le débit, on trouve après calcul une valeur de moins 82 fois 10 puissance 3 kW. Alors, on sait que 10 puissance 3 kW correspond à méga. Donc, on aura ici une puissance de moins 82 MW. Alors, maintenant, autre question demande de calculer la puissance effective réelle pour la détente irréversible. Alors, regardons maintenant. Entre 4 et le point 5, nous avons la détente réversible. Entre 4 et 5 R, nous avons la détente irréversible. On y est. Donc, je vais profiter donc à la même occasion pour vous montrer comment calculer l'enthalpie du point HR. Alors, pour accéder à l'enthalpie du point 5R, on utilise le rendement isentropique donné par rapport à l'énoncé. Donc, on sait que
le rendement isentropique côté turbine est égal au travail irréversible sur le travail réversible. Le travail irréversible, c'est de 4 à 5 R, donc c'est 5 R moins H5R moins H4. Et le travail réversible, c'est de 4 à 5, donc ce sera H5 moins H4. Donc à partir de là, rendement isentropique est égal à H5R moins H4 sur H5 moins H4. Et là, vous pouvez tirer H5 réel. Donc voici son expression. Et là, donc, vous avez H4, vous avez le rendement isentropique qui est de 0,9. Vous avez H5, on est d'accord, on a déjà calculé ça. Vous connaissez aussi l'enthalpie du point 4. Et là, vous pouvez accéder à l'enthalpie du point 5 réel. Alors, connaissant l'enthalpie du point 5 réel, on peut aussi donc calculer à partir de là le travail irréversible de la turbine. Comment nous allons maintenant déterminer la puissance effective réelle, n'est-ce pas, pour la détente irréversible? Alors, vous avez deux possibilités. Soit nous appliquons la première formule en disant que la puissance réelle de la turbine est égale au débit massique des vapeurs multiplié par le travail irréversible de la turbine. Ceci est égal aussi à la puissance théorique de la turbine que je multiplie par rapport au rendement isentropique. Alors, d'où vient cette relation? Regardons. Comme le débit des vapeurs qui circulent, n'est-ce pas, donc, dans le circuit est constant, donc on peut dire que le rendement isentropique est égal à W irréversible sur W réversible. En multipliant au numérateur et au dénominateur par QMV, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai QMV fois W irréversible sur QMV fois W réversible. QMV W irréversible est égal à la puissance utile réelle de la turbine. Et W réversible fois QMV correspond à la puissance théorique de la turbine. Donc, on aura que le rendement isentropique est égal à la puissance réelle de la turbine sur la puissance théorique de la turbine aussi. Donc, à partir de là, on peut dire que cette puissance-là est égale au rendement multiplié par la puissance théorique de la turbine. Donc, puissance utile réelle et la puissance théorique de la turbine multipliée par le rendement isentropique. Mais vous pouvez aussi appliquer la première relation qui est là en disant que c'est le débit massique de vapeur qui est de 60 kg par seconde multiplié par rapport à ce travail, donc, n'est-ce pas, donc, massique que vous voyez ici. En multipliant par rapport à ce travail, donc, vous aurez donc à peu près la même réponse. Sur ça, je vous remercie et on se retrouvera prochainement pour une nouvelle application liée à la thermodynamique appliquée. Je vous remercie.